Bonjour et bienvenue sur le site Scolus. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit peu de philosophie puisque nous allons parler du phénoménologue Husserl. Alors Husserl c'est un philosophe euh, autrichien qui est né en 1859 et qui est mort en 1938. Alors il est connu Husserl parce que comme on le sait c'est le grand pape de la phénoménologie, mais surtout ça a été le professeur d'Heidegger, notamment, et donc il a eu une influence considérable sur le plan philosophique, ensuite sur des philosophes comme Heidegger, bien sûr, mais aussi comme Sartre ou comme Merleau-Ponty, et bien d'autres. Donc, euh, en fait, Husserl, à l'origine, c'est un quelqu'un qui étudie les mathématiques, en fait. C'est la raison pour laquelle les mathématiques, il va toujours s'intéresser aux mathématiques, notamment à la géométrie. Il a écrit un texte qui a été traduit et commenté d'ailleurs par Jacques Derrida sur la géométrie, hein, euh, la, la naissance de l'origine de la géométrie, voilà. Donc finalement, en fait, tout ce qui va traverser l'œuvre de Husserl, c'est qu'il va étudier les mathématiques, mais ça ne va pas lui suffire. C'est-à-dire qu'il va vouloir comprendre quel est le sens des mathématiques, et c'est ce qu'il va appeler finalement le monde de la vie, le Lebenswelt, c'est-à-dire il n'y a pas simplement qu'un naturalisme, qu'une science objective, mais il y a aussi, au-delà ou en deçà des mathématiques, de cette prétention objectiviste, il y a une subjectivité, ce qu'il appellera le subjectivisme transcendantal, ce qui est un terme pas évident, mais on comprend ce qu'il veut dire, c'est-à-dire la subjectivité, le phénomène, la phénoménologie, c'est ça. C'est-à-dire que les phénomènes, ça vient du grec phainoména. Phainoména, en grec, ce sont les choses qui apparaissent, les choses qui apparaissent à la conscience. Donc, il y a, évidemment, on le sait, chez, chez, chez Husserl, la notion d'intentionnalité qu'il reprend de Brentano, mais qui est présente aussi chez saint Thomas d'Aquin. Bon. Mais ce qu'il y a d'important chez Husserl, c'est son dialogue également avec Descartes, notamment sur la question du cogito. Euh, Husserl va reprendre ses interrogations sur le cogito, notamment dans un livre qui s'intitule Les Méditations cartésiennes, qui est un livre qui date de 1929, qui a été traduit par Emmanuel Lévinas d'ailleurs en français. Mais ce dont j'aimerais vous parler plus précisément par rapport à vis-à-vis d'Husserl, c'est ce livre qui est son dernier grand livre, qui est donc qu'on appelle la crisis, c'est-à-dire la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, qui est traduite par Gérard Granel, qui est un heideggerien. Alors, ce texte est important parce que c'est l'un de ses derniers textes, donc c'est un peu un testament, si vous voulez. Husserl est juif d'origine, bon, il est protestant de religion, mais comme avec le Troisième Reich, il ne peut pas enseigner avec les lois raciales, donc il est viré de l'université, il est remplacé par son élève, Heidegger, qui prend sa place. Et donc, tous ces livres auraient pu ne pas nous parvenir, mais bon, ils ont été sauvegardés, heureusement. Et donc ce livre, la crise des sciences européennes, c'est le livre testament d'Husserl. Et ce que nous dit Husserl dans ce livre, c'est que la science ne doit pas être qu'un objectivisme physicaliste ou physiciste, selon, vous savez, Husserl inventait des mots, il aimait bien les néologismes. L'allemand permet ça, plus que le français. Heidegger reprendra cette petite manie, on va dire, cette habitude, mais qui est très utile au raisonnement philosophique. Donc, Husserl nous dit que derrière cet objectivisme, ce naturalisme, ce positivisme en fait, il y a le subjectivisme, c'est-à-dire il faut atteindre
il faut comprendre le sens de ce qu'on fait dans les mathématiques et dans la science, et ce sens-là, il ne peut nous être donné que dans ce que Husserl appelle le Lebenswelt, c'est-à-dire le monde de la vie. Et donc, en fait, ce grand livre, qui est la crise des sciences européennes, la Crisis, c'est une interrogation en fait sur les sciences, mais aussi sur ce qu'est le monde de la vie, ce qu'est un monde en fait, ce qu'est le monde. Et en fait, il va reprendre tout au long de son livre tout ça. Et donc, il va un peu partir en guerre contre ce qu'il appelle la science galiléenne, puisque pour lui, la science mathématique de la nature se vide de son sens dans la technicisation, hein, c'est-à-dire que à force d'être purement objectiviste, on oublie le sens du monde, le sens des mathématiques. Ça rejoint finalement l'interrogation de l'étudiant en maths qui était Husserl, c'est-à-dire il faisait des maths, mais il voulait aller au-delà de la technique des maths, il voulait trouver un sens, en gros il voulait faire de la philosophie, tout simplement. Donc il parle de tout cela, du domaine de ce qu'il appelle avec Galilée la mathématisation de la nature. Hein. Or, Husserl nous dit que le monde est donné pré-scientifiquement dans l'expérience sensible quotidienne. Voilà. Donc, c'est ce qu'il appelle le monde ambiant de l'intuition. Hein, les choses du monde ambiant intuitif. Il parle aussi de corps empirique de l'intuition. Et justement, Husserl, il veut aller au-delà de tout ça. Il veut aller au-delà de tout ça. Et il veut aller au-delà de Galilée, en fait. Et donc, il veut atteindre ce qu'il appelle le monde de la vie. Et donc, il nous parle du monde de la vie comme un fondement de sens oublié de la science de la nature. Et il nous dit, avec Galilée, le monde mathématique des idéalités est pris pour le seul monde réel. Bref, on oublie en fait ce qui nous est donné au départ, c'est-à-dire notre monde de vie quotidien. Et en fait, le sol primitif, le sol du monde immédiatement perçu, il est oublié avec Galilée. Et c'est ce que nous dit en fait Husserl. Dès Galilée commence la substitution d'une nature idéalisée à la nature pré-scientifique donnée dans l'intuition. Ce monde réellement donné dans l'intuition, réellement éprouvé et éprouvable, dans lequel toute notre vie se déroule pratiquement. Voilà. Et passage important, dans la mathématisation géométrique et physique, nous ajoutons au monde de la vie, à celui qui dans notre vivre au monde concret est toujours pour nous donné comme réel, un vêtement d'idées, taillé dans l'infinité ouverte des expériences possibles et qui lui va bien, celui des vérités qu'on appelle objectivement scientifiques. Donc ça, c'est ce que fait Galilée, c'est-à-dire qu'il va mettre un voile, un vêtement d'idées sur le monde de la vie, sur le monde immédiatement perçu. Le vêtement d'idées, c'est-à-dire la mathématique et sciences mathématiques de la nature. Ou encore le vêtement de symboles, de théorie mathématico-symbolique, comprend tout ce qui, pour les savants et les hommes cultivés, se substitue en tant que nature objectivement réelle et vraie, au monde de la vie et le travestit. C'est le vêtement d'idées qui fait que nous prenons pour l'être vrai ce qui est méthode. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'illusion positiviste en fait, qui fait que la méthode, ce qui est méthode, on la prend pour l'être vrai. Et ça, Husserl, part en guerre, entre guillemets, critique ça. Et toute l'entreprise du livre d'Husserl, c'est finalement de critiquer ceci, hein, et d'essayer de retrouver le monde de la vie. À un moment, il donne une définition du monde. Nous apprendrons à comprendre que le monde existant pour nous, dans le flux changeant de ces modes de données, est un acquis universel de l'esprit, que c'est en tant que tel qu'il a eu son devenir et qu'il continue à devenir en tant qu'unité d'une seule figure de l'esprit, en tant que formation de sens, en tant que formation d'une subjectivité universelle
fonctionnant de façon ultime. C'est-à-dire que pour Husserl, il faut toujours revenir à notre conscience immédiate du monde, finalement. Et Husserl nous dit qu'il y a finalement un paradoxe de la subjectivité humaine. La subjectivité humaine, elle est à la fois sujet pour le monde, mais elle est en même temps objet dans le monde. Voilà. Et ça, c'est une interrogation que Husserl va poursuivre. Et il revient dans une annexe sur l'attitude des sciences de la nature et les attitudes des sciences de l'esprit, sur finalement l'attitude naturaliste, qu'il critique. Pour lui, l'attitude naturaliste, c'est le monde comme le tout des réalités dans la forme de l'extériorité, c'est-à-dire la nature comme le royaume des purs rex extensae. Le naturalisme considère l'homme comme une extensio. Il considère donc le monde en général comme une simple continuation de la nature. Le naturalisme admet sans autre forme de procès que pour l'essentiel, le monde entier peut être pensé comme un analogone de ce qu'il appelle la nature. Le monde serait alors le thème d'une science du monde inductive et universelle. Bref, Dieu possède une mathématique universelle du monde, Dieu connaît des lois du monde valables pour tout étant mondain, quelle qu'en soit la détermination. Voilà. Et ça, c'est intéressant, puisque finalement, dans sa définition du monde, Husserl va revenir un peu sur la conception galiléenne de la nature, et il va mettre en évidence l'importance du sujet humain, de la subjectivité, et finalement de ce qu'il appelle le Lebenswelt, c'est-à-dire le monde de la vie. Voilà. Et donc ça, c'est important parce que c'est le livre testament d'Husserl, c'est son dernier grand livre, et finalement ça va ajouter une pierre supplémentaire à l'édifice de la science phénoménologique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous pouvez lire le livre d'Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. C'est un livre qui peut paraître difficile, mais qui se répète beaucoup. Il y a beaucoup de répétitions. Donc avec un peu de concentration, on arrive à comprendre. Et il y a quelques termes techniques, mais ce n'est pas illisible. Et c'est très bien traduit, en plus par Gérard Granel. Voilà. Donc vous pouvez lire ce livre d'Edmond Husserl, qui est un grand livre de phénoménologie. Si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de Scoleuse, de e-learning, en français, en histoire et en philosophie. À très bientôt.